On a parlé tout à l'heure des infrastructures routières, les autoroutes et tout, le TER et le BRT, qui en tout nous auront coûté plus de 1000 milliards. Pour certains, le président ou l'actuel régime a pris les priorités à l'envers. Il a mis l'accent sur les infrastructures, sur les dépenses de prestige, au détriment du panier de la ménagère dont on parlait tout à l'heure. Est-ce votre point de vue? Diriger un pays n'est pas simple, particulièrement dans un pays qui, quoi qu'on dise, est un pays à ressources limitées. Donc, c'est normal qu'à un moment, il faut faire des choix. Donc, oui, il y a eu des choix qui ont été faits. Et c'est pour ça que je dis, on va vers des échéances, il faut qu'au Sénégal, on apprenne à avoir de la continuité et de la vision qui permettent, d'une part, d'être objectif dans l'analyse des acquis, d'être objectif pour dire voilà ce qui a été bien fait et voilà ce qui doit être corrigé. Parce que, effectivement, la gestion d'un pays est faite de choix liés aux moyens dont on dispose. Et c'est dans ces choix-là que certains privilégient un certain nombre de choses par rapport à d'autres. Il ne faut pas que les choix qui ont été faits soient complètement annihilés parce qu'ils ont coûté de l'argent et ils apportent de la valeur. Après, c'est peut-être pas... Est-ce qu'il n'y a pas eu erreur de jugement à ce niveau? La valeur. Il n'y a pas eu erreur de jugement, en tout cas dans la décision de développer les transports. Après, on peut dire, est-ce qu'il fallait prendre le TER ou est-ce qu'il fallait choisir autre chose? Peut-être. À votre avis? À un moment, il y a un choix. À votre avis? À mon avis... Entre le panier de la ménagère et le TER, vous choisissez quoi? C'est pas aussi dichotomique. On n'a pas à décider est-ce qu'on choisit. On fait le TER parce que ça permet de donner aux gens les moyens de transport, les caisses d'une entreprise étrangère. De donner aux gens les moyens de transport qui leur permet d'aller vers le lieu de travail. Et ça aussi, c'est quelque part donner les moyens aux gens d'aller travailler et donc de gagner de l'argent. Donc, c'est pas aussi dichotomique. C'est pas un choix de dire je privilégie le panier de la ménagère par rapport à autre chose. Par contre, le fait de privilégier l'investissement public et de ne pas donner une part pour développer l'investissement privé, ça joue sur le panier de la ménagère et ça influe effectivement de manière négative à long terme. Donc aujourd'hui, ok, on a privilégié les investissements publics, on a mis en place du socle, corrigeons le tir en saluant les acquis pour pouvoir créer cette trajectoire en maintenant rééquilibrant et en allant vers l'investissement privé. Donc, oui, il y a des choix qui ont été faits, qui, sur certains, donnent des résultats, sur d'autres peuvent être critiquables. Maintenant, construisons sur au moins ce qui est positif et corrigeons ce qu'on considère comme critiquable. Parce que demain, d'autres personnes vont venir, vont faire d'autres choix. Certains seront positifs et bénéficiaires, d'autres seront critiquables. Mais il faut juste qu'on arrête de détruire ce qui est fait avant pour considérer que c'est à notre tour de faire quelque chose, mais en rasant ce qui est fait auparavant. La trajectoire de développement, elle est une trajectoire à long terme. Et quand on dit une trajectoire à long terme... Elle n'est pas linéaire. Elle n'est pas linéaire. Il y a des moments de crise où on peut descendre de la courbe. Il y a d'autres moments où on est sur... L'essentiel, c'est que quand on est dans une phase descendante, le rebond nous projette au-delà du niveau où on était avant la phase descendante. Et c'est là tout l'exercice. Parce qu'effectivement, il y a des facteurs externes du jour. On vient de vivre le Covid, la crise ukrainienne. Donc, ce n'est pas simple et ce n'est pas une approche scientifique où on dit A plus B égale C. C'est des choix. Ces choix peuvent être positifs à des moments parce qu'il y a des facteurs sur lesquels on se projette qui se réalisent et qui nous permettent de continuer le pas. D'autres peuvent ne pas se réaliser parce que dans nos projections, on avait anticipé des choses qui ne se sont pas passées. Donc, oui, c'est un exercice qui n'est pas simple.
Mais quand on regarde les fondamentaux, les infrastructures, la mise en œuvre d'un début de solution sociale, on peut dire qu'il y a un socle très intéressant sur lequel on peut construire et vraiment projeter le Sénégal plus loin. On s'achemine dans environ 5 mois vers une élection présidentielle à grands enjeux. On peut dire qu'on est à l'heure du bilan. Au Sénégal, depuis 2014, la référence dans les politiques publiques, c'est le plan Sénégal émergent, dont l'objectif est d'en arriver à l'émergence à l'horizon 2035. Quelle appréciation faites-vous du plan Sénégal émergent 10 ans après sa mise en œuvre? Vous savez, en 2011, j'avais écrit, à l'époque aussi, c'était ce que je considérais à la croisée des chemins, mais la situation économique était quand même beaucoup moins reluisante. J'avais écrit un ouvrage à l'époque, 100 projets de réforme pour un Sénégal émergent. Et justement, beaucoup de choses qui étaient écrites dans cet ouvrage, justement pour l'émergence du Sénégal, je me suis retrouvé dans le plan Sénégal émergent. Donc en termes de plan, effectivement, c'est un plan qui est une vision stratégique à horizon 2035. Bon, ça aurait pu être projeté plus loin, parce que bon, un plan de développement, il faut qu'il soit projeté sur une durée générationnelle, c'est très important. Mais bon, on a pris le pli d'aller vers 2035. Oui, mais pour certains, un plan devrait couvrir la durée d'un mandat. Ce débat avait fait... c'est un débat sur lequel on l'a reproché au président Macky Sall à l'époque. Non, disons qu'il a quand même fait un plan à horizon 2035, parce que le plan Sénégal émergent est à horizon 2035. Mais 2035 reste déjà assez court, parce que si on veut faire une vision, il faut déjà se projeter à un horizon 50 ans, pour voir qu'est-ce qu'on veut rêver de ce pays. Et ne l'oublions pas, ce plan Sénégal émergent est un peu le fruit d'un travail collectif qui a été fait quelques années avant, on a tendance à l'oublier, qui étaient les assises nationales, où, je dirais, tout le peuple sénégalais, sous ses différentes composantes, s'est réuni pour réfléchir à ce qu'on voulait faire de notre pays. Vous y avez pris part? J'y ai pris part dans un certain nombre de commissions pour décider qu'est-ce qu'on voulait pour notre Sénégal. Et donc, il y avait un projet de société. Et donc, le plan Sénégal émergent a pris sa source quelque part dans ce projet de société. Et donc, était à un instant T ce qui était, de mon point de vue, une très bonne approche pour le Sénégal et vraiment une projection intéressante. Maintenant, dans la mise en œuvre... Oui, ça c'était sur le papier. Voilà. Maintenant, dans la mise en œuvre, il y a des choses très intéressantes qui ont été faites. Donc, c'est les acquis que j'ai cités. Mais il y a d'autres sur lesquels il eût fallu peut-être être par moments plus audacieux, par moments aller plus vite, par moments faire des choix différents. Donc, sur quel domaine, par exemple? Sur quel domaine? Justement, j'ai parlé du BRT, du TER. Peut-être que le TER, on aurait pu choisir un transport qui serait un transport de plus grande masse. Parce que le TER reste quand même un transport, en tout cas, vous le voyez, dans le TER, il n'y a pas de place pour rester debout. Donc, si on veut faire du transport de masse, ce qui est nécessaire, c'est peut-être d'autres choix. Sur Air Sénégal, on aurait pu faire d'autres choix stratégiques en termes d'investissement sur les typologies d'avions, sur les choix de lignes. Sur la ville de Diamniadio, on aurait pu faire d'autres choix stratégiques en termes d'aménagement et de développement urbain. Aujourd'hui, on a une ville nouvelle, c'est très bien. On a une ville nouvelle qui est traversée par une autoroute. Donc on le voit déjà, dès qu'il y a et on a rajouté des stades autour. Donc dès qu'il y a un match, l'autoroute est embouteillée. L'autoroute est une autoroute. Donc on aurait pu faire le choix de construire la ville sur un côté et que l'autoroute soit une autoroute. Donc il y a un certain nombre de choix qui peut-être auraient pu. Après, bien sûr, ça c'est sur des aspects purement de choix entre deux options.
Mais déjà, on a le bonheur d'avoir ces infrastructures. Maintenant, sur les réformes, la réforme de l'éducation tarde à venir. Et il est essentiel de réformer l'éducation. Et c'est un élément très important du développement du Sénégal. On ne peut pas construire l'avenir si, à la base, on ne transforme pas l'éducation. Sur le numérique, il y a eu des choix qui ont été faits, qui auraient pu être différents. C'est vrai, on a mis des programmes pour doter les étudiants d'ordinateurs. Moi, j'aurais inversé la chose. Moi, j'aurais commencé par doter les gamins du primaire en ordinateur. Parce que déjà, on prépare les générations futures. Donc il y a des choix, effectivement, qui sont des choix réfléchis, mais peut-être qui, après, n'ont pas donné les fruits qui étaient escomptés au départ. Il y a d'autres où il y a eu du retard. Donc, soyons objectifs sur l'analyse, voyons ce qui est bien, voyons ce qu'on peut améliorer et créons une trajectoire. Et là, aujourd'hui, c'est là où devrait être le débat. C'est de dire comment on fait effectivement le bilan pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et comment sur ce bilan, on continue la trajectoire pour l'infléchir, pour que le développement arrive plus rapidement que peut-être ce qui était projeté. On s'achemine donc vers une présidentielle. À votre avis, où est-ce qu'on doit mettre le curseur davantage? Aujourd'hui, il faut mettre le curseur sur le projet, sur le Sénégal que nous voulons pour nos enfants et nos petits-enfants. Quel Sénégal nous voulons demain? Il y a un cadre qui est actuel, le PSE, mais il faut que les gens y apportent leur touche pour pouvoir aller plus loin. Donc comment on se projette? Et ça, c'est la partie la plus importante. On est en train de mettre la charrue avant les bœufs. On est en train de parler de candidats, de personnes, alors qu'on doit d'abord parler... 215 candidats à la candidature. Alors qu'on doit d'abord parler de projets. Les gens doivent parler de leurs projets. Qu'est-ce qu'on veut pour le Sénégal? Et surtout, on doit, encore une fois, on est dans des moments cruciaux de notre développement qui peuvent être, comme j'ai dit, des boosters de développement, comme qui peuvent nous faire dérailler. Il faut qu'on mobilise toutes les forces vives de la nation. Il faut que tous les acteurs puissent mettre leur ego de côté, oublier leur propre personne. Nous sommes là pour une période. Le Sénégal dépasse nos personnes, dépasse les personnes de ces 200 candidats. Il faut que chacun le sache. Et qu'aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est ce Sénégal que nous voulons et que nous voulons laisser à nos enfants. Et c'est sur ça qu'on doit travailler. Et c'est un peu aussi le but de ce livre, c'est de dire, bon, moi je sais le Sénégal que je veux pour le futur et je le propose. Après, si d'autres ont des idées, mettez-les sur la table. Et de cet ensemble d'idées va jaillir la lumière et va jaillir ce projet commun qui est le Sénégal que nous voulons, sur lequel s'engagera celui qui voudra mener les rênes. Parce que, au moins, les Sénégalais sauront individuellement ce qu'ils veulent et collectivement. À ce moment, oui, si tout le monde sait ce qu'il veut... Oui, justement, c'est ça le problème. Est-ce que les Sénégalais, à votre avis, ils comprennent les véritables enjeux? Vous parlez de programme, et je sais que beaucoup de candidats se donnent beaucoup de peine à ficeler donc un programme. Mais dans un pays où on dit qu'on n'élit pas un président forcément sur la base d'un programme, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que pendant plusieurs années, à part 2019, pendant plusieurs années, les Sénégalais n'ont pas élu de président. Ils ont voté contre un président. Aujourd'hui, on a l'occasion, un moment historique, et c'est encore la vigueur de la démocratie sénégalaise qui s'exprime. On a un moment historique d'élire un président, de choisir un président. Il n'y a personne à chasser parce que le président Macky Sall a justement fait ce geste important de ne pas se présenter. Donc aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que on doit élire un président. Et il est temps qu'on arrête d'élire de regarder que les défauts de celui qui est en place pour essayer de remplacer par n'importe qui, mais plutôt qu'on ait ce choix réfléchi
sur la base de ce que nous voulons. Et ça, je pense que il faut qu'on apprenne à le faire. Le temps est court, mais il faut qu'on apprenne à le faire, parce que c'est ça la vraie vigueur de la démocratie. C'est que le peuple sait ce qu'il veut, et il élit un président sur la base de ce qu'il veut. Et c'est ce qui permet, après, d'être redevable. Parce qu'on s'engage sur quelque chose. Si on s'engage sur rien, on ne peut pas être redevable. Donc, le peuple sait ce qu'il veut, et celui qui est élu sait ce que le peuple veut. Et c'est comme ça que on construit, justement, des politiques publiques qui soient en adéquation avec les besoins du peuple et qui puissent être évaluées et corrigées lorsque nécessaire. Et cette présidentielle, comment elle se présente à votre niveau? Êtes-vous candidat? Je ne suis pas candidat. En tout cas, je n'ai pas retiré de quelle question. Je devrais peut-être y réfléchir. Non, aujourd'hui, je pense que il faut que les gens prennent au sérieux la fonction de président de la République. Je veux dire, c'est une responsabilité. Parce que c'est construire le futur de plusieurs générations de Sénégalais. Ah, mais le délit d'ambition ne figure pas dans le code pénal sénégalais. Hein? Le délit d'ambition ne figure pas, mais il est essentiel que les gens en prennent la mesure. Quand même. Et donc, aujourd'hui, je trouve que on a ouvert quelque part une boîte à Pandore en ayant un système qui permet qu'autant de personnes se déclarent. Parce que avoir plus de 200 personnes qui, en tout cas, se déclarent à la candidature, je pense que c'est beaucoup. On aurait dû peut-être mettre des filets qui permettent au préalable de ces déclarations. Mais pour certains, il s'agit d'une... Selon mon entendement. Quand je dis sérieux, selon mon entendement, ça veut dire qu'ils ont un programme, un vécu, une crédibilité, une expertise, etc. C'est ce que j'appelle sérieux. Qui peut-être, le moment venu, verront des parrainages qui sont pris par d'autres, qui peut-être sont plus là parce que la porte est ouverte qu'autre chose. Donc, je pense que on est à une phase très sérieuse, très critique, parce que ne l'oublions pas, le Sénégal est un pays qui est scruté par tout le monde. Le pétrole et le gaz, c'est toujours des périodes sensibles. Donc, on a besoin vraiment de plus de cohésion, plus de mobilisation vers un projet commun. Donc, est-ce que ce n'est pas ce qui donne des idées d'ailleurs à ces candidats-là, l'exploitation prochaine des ressources naturelles? Peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qui les motive, mais en tout cas, je pense que il faut que chaque Sénégalais se pose quand même la question de quel choix il va faire, parce qu'effectivement, il faut confier les destinées du pays à quelqu'un qui sera à même de porter ce projet. Et quand je dis porter ce projet, c'est dans la continuité de ce qui a été fait, mais en apportant sa vision et sa trajectoire de l'avenir. Avec ce livre, comptez-vous jouer un rôle à cette présidentielle? Est-ce un support déjà pour les candidats? Je pense que la production de ce livre est déjà un rôle, parce que, encore une fois, je le dis avec toute la modestie nécessaire, mais il est quand même nécessaire de le dire, que d'une part, c'est pas partisan, d'autre part, c'est un travail qui cumule 30 années de pratique du développement sur le continent, et avec beaucoup de pays qui ont eu des succès très intéressants et qui sont dans des configurations assez similaires au Sénégal. Donc, si ces pays ont réussi à le faire, le Sénégal devrait le faire. Donc, c'est un projet que je vais partager avec l'ensemble des candidats qui le souhaitent. Pour moi, c'est un apport
pour la construction de ce Sénégal que nous voulons. Chacun peut y apporter sa critique, chacun peut y apporter des compléments, mais il est à disposition. C'est pour ça que je l'ai rédigé et je l'ai rendu public. Donc c'est vraiment... Le timing n'est pas gratuit. Non, le timing n'est pas gratuit, parce que également, octobre 2011, j'avais fait la même chose. Le timing n'est pas gratuit, puisque si je veux contribuer et apporter quelque chose à ces différents candidats et donner mon idée sur le Sénégal que nous voulons, il est essentiel qu'il soit produit dans cette période-là, qui est une période cruciale. Nous avons commencé par le Maroc, nous allons finir par le Maroc. Abdou Souleye Diop, vous êtes le président de la commission Afrique au sein de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Je voudrais qu'on parle un peu du secteur privé du Maroc et celui du Sénégal. En préparant l'émission, vous m'aviez dit que l'essentiel des fonds qui vont servir à reconstruire donc Marrakech après le séisme, donc l'essentiel de ces fonds-là vient du secteur privé. Et le secteur privé sénégalais, pensez-vous qu'il est suffisamment challengé pour pouvoir relever certains défis? Parce que le gouvernement a un argument qu'il se veut massue, qui consiste à dire que notre secteur privé, souvent, n'a pas la technologie nécessaire pour pouvoir entreprendre certains travaux. En fait, on fait un procès d'intention au secteur privé en oubliant l'histoire. Parce qu'il faut se rappeler quand même de notre histoire, de notre culture. Vous savez, au lendemain des indépendances, jusqu'aux années pratiquement 2000, on a privilégié les études, le diplôme, le fonctionnariat, le salariat à l'entrepreneuriat. Ceux qui étaient entrepreneurs étaient considérés avec des terminologies bana. La société valorisait plus le diplôme que l'entrepreneur. Donc on a créé une génération de très hauts fonctionnaires avec de brillants directeurs généraux de l'UNESCO, de la Banque africaine de développement, de la FAO, des cadres dans une fierté du Sénégal. Mais à côté, on avait très peu d'entrepreneurs. Pendant que d'autres pays consolidaient leur secteur privé. Ouais. On manque de champions. Donc, depuis les années 2000, effectivement, ça m'amène aux champions. Oui. On a des entrepreneurs qui ont pris des risques et qui ont investi. Mais ils ne sont pas très nombreux. Mais ils sont là. Seulement, quand certains pays, à un moment où ils ont commencé à avoir un socle d'entrepreneurs, ont décidé d'accélérer en créant des champions, nous, on n'a pas encore mis en place cette politique des champions. Parce que on parle du Maroc. Le Maroc a mis en place une stratégie de champions. Avant 2000, très peu d'entreprises marocaines étaient en développement sur le continent hors du Maroc. Donc, cette stratégie des champions a permis de créer des acteurs à même de se renforcer et de se développer à l'international. Et bien sûr, ces champions sont responsables et créent autour d'eux des écosystèmes de PME qu'ils font également grandir. Et c'est ça qui renforce le secteur privé. Et lorsque c'est nécessaire, on fait appel à un champion international qu'on fait venir en mettant en place le cadre nécessaire d'investissement et il s'engage à faire émerger des acteurs nationaux dans ces écosystèmes. Et on renforce le développement du secteur privé. Donc on a à mettre en place cette stratégie. Et bien sûr, ce secteur privé responsable, lorsque l'État a besoin, joue son rôle responsable. Et effectivement, la CGM est totalement mobilisée et a été un acteur clé dans la mobilisation de fonds pour la reconstruction, mais également dans tout l'appui social pour accompagner. Et là, on a un conseil qu'on doit tenir dans les jours à venir, d'ailleurs dans la zone, pour marquer cet engagement du secteur privé. Donc aujourd'hui, effectivement, on a une stratégie à mettre en place. C'est pour ça que je disais, oui. Et le livre en parle de manière très détaillée, qu'il faut rééquilibrer l'investissement public et l'investissement privé. Et pour cela, il faut mettre le cadre
qui permettent l'investissement privé et mettre en place aussi une stratégie pour développer des champions nationaux. Voilà, merci beaucoup. Merci Abdou Soleil Diop, président de la Commission Afrique au sein de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre Sénégal à portée de main, le lion sort de sa tanière. Merci infiniment. Merci beaucoup Pierre-Edouard, et ce fut un plaisir de partager ces moments et d'échanger avec vous. Un plaisir toujours partagé. Et n'hésitez pas la prochaine fois de revenir si jamais vous revenez à Dakar. Avec grand plaisir. Voilà, merci bien. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce numéro de Opinion. Merci de l'avoir suivi. Bon dimanche à tous. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.